Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Entreprendre avec assurance, le podcast qui va à la rencontre d'entrepreneurs passionnés. Chaque épisode nous emmène dans les coulisses d'une profession, d'un métier ou d'un sujet d'actualité. On aime amener nos invités à nous parler de la transformation digitale de leur activité. Je suis Guillaume, CEO chez Perceval, l'assurance chevaleresque et connectée des entreprises. J'ai le grand plaisir de recevoir une femme qui a eu plusieurs vies en une, notamment plusieurs vies professionnelles en une. J'ai nommé Julie Blanchard. Bonjour Julie, bienvenue. Bonjour Guillaume. C'est un plaisir de t'avoir. Et est-ce que tu pourrais te présenter rapidement pour les gens qui nous écoutent, nous dire d'où tu viens et quelles ont été un petit peu les étapes qui t'ont amené à là où tu en es aujourd'hui? Alors, je suis lyonnaise d'origine. Je suis arrivée à La Réunion il y a 15 ans. J'étais plutôt vouée à travailler, je dirais dans l'administration, à des postes de collaborateur d'élu. J'ai été, plutôt, enfin j'ai pas du tout réussi à faire ce que je voulais au départ. D'accord. Donc, j'ai été obligée entre guillemets de me rendre vers le privé. J'ai commencé, comme juriste en cabinet d'expertise comptable, puis en cabinet d'avocat et la vie a fait que je me suis retrouvée à un moment à intégrer une agence digitale, à diriger cette agence digitale avec, d'autres associés que j'avais à l'époque et puis chemin faisant, heu, j'ai créé, ma propre start-up, Crazy Bee. J'ai accompagné de nombreux projets à ce moment-là d'autres startups, dont Glasternative et puis, pour terminer jusqu'à, aujourd'hui où je travaille pour Up2 maintenant depuis, 2 ans et demi. Donc, je suis passée par, de l'agro, de la fintech, de l'industrie, voilà, un parcours que j'avais pas du tout prévu au départ. Merci beaucoup Julie, c'est exactement ce qui nous intéresse aujourd'hui. Ton parcours atypique. Tu disais que tu t'es retrouvé un peu malgré toi dans d'autres projets par rapport à ton plan de départ qui était plutôt donc travailler avec des collectivités, etc. Tu es passé en cabinet d'avocat. C'était quoi le déclencheur qui t'a fait basculer en fait du monde du salariat au monde de l'entrepreneuriat? C'est une question d'opportunité, déjà. Quand, heu, en fait, ma dernière expérience en cabinet d'avocat s'était très mal passée. Et j'ai, 2 amis qui sont venus me voir, qui avaient cette volonté de monter cette agence digitale et qui ont cru quelque part, en moi et à ma capacité à venir les rejoindre et et à développer, CIS, qui existe toujours d'ailleurs, heu, entre et qui m'ont présenté un projet qui, pour moi, en tout cas, me plaisait, c'est-à-dire, effectivement, monter une agence digitale et développer des projets digitaux pour des clients Mhm. et d'un autre côté, ce qui était très enrichissant d'ailleurs, accompagner des startups dans leur développement, depuis l'idée jusqu'au lancement du produit, quoi. Et c'est ça qui m'a fait partir, quelque part de chez moi, quoi et me dire: «Bon OK, bah, allons-y, lançons-nous, puis osons, quoi». Voilà, c'est un peu ça. Est-ce que c'est au contact des startups, justement, des sociétés qui étaient vos clients à l'époque, que tu as eu cette fibre et que tu as eu envie de passer de l'autre côté? Est-ce que tu peux peut-être, chez CIS, nous dire quel était ton rôle? Je pense qu'il y avait beaucoup de juridique, Oui, ce enfin, genre je de choses. m'occupais, de toute la partie, administrative, financière, juridique, principalement. Ça, c'était mon projet, enfin, mon poste de base, on va dire. Puis ça a rapidement pivoté parce qu'on a eu un service communication qui s'est créé, que je me suis, passionnée pour la communication. C'est très intéressant. J'ai appris, beaucoup, des personnes qu'on a employées à cette période-là, qui étaient, des gens qui avaient déjà des profils très pointus, qui avaient beaucoup d'expérience et je les ai, suivis dans, ces projets qu'ils menaient, des clients qu'on avait signés, quoi et donc j'ai commencé à travailler dans de la com, quoi. Parce que c'était vraiment le truc qui me plaisait. La partie, digitale pure était plutôt du ressort de mes associés de l'époque, dont c'était leur spécialité, quoi, quelque part. D'accord. Et moi, il y a 3 projets, que tu mènes ou auxquels tu participes aujourd'hui dont j'aimerais qu'on parle. Tu les as cités en ouverture. Premièrement, j'aimerais qu'on parle de Crazy Bee, Crazy Bee, si on le prononce à la C'est ça, française, Crazy Bee. qui est une boîte réunionnaise que tu as fondée, si je ne m'abuse. Oui. Je vais
pitcher rapidement ce que fait Crazy Bee. Le but de Crazy Bee, c'est de soutenir la biodiversité locale et comme son nom le dit, notamment au travers de la production de miel par les abeilles réunionnaises. Exact. Alors, est-ce que les abeilles ont une nationalité? Ça, on ne sait pas vraiment. Donc, l'idée pour Crazy Bee, et c'est comme ça qu'on s'est vraiment rencontrés, qu'on a commencé à devenir partenaires autour de ce C'est projet, vrai. toi et moi, c'était que Crazy Bee recherche des soutiens, si Des je dis pas de parrains. bêtises, des parrains, afin que ces parrains puissent en fait garantir un revenu minimum aux apiculteurs qui s'engagent eux-mêmes à faire de l'apiculture en respectant un cahier des charges. Un cahier des charges qui est celui de Nature et Progrès. Je pense qu'il faut comprendre comment a été créé Crazy Bee pour comprendre pourquoi est-ce qu'on en est venu à ce cahier des charges, parce que c'est pas moi qui ai décidé d'adhérer à ce cahier des charges au départ. On faisait de l'accompagnement de start-up, on faisait de l'accompagnement de futurs entrepreneurs, mais il y a aussi des initiatives, des personnes qui travaillent et en l'occurrence, j'ai rencontré un apiculteur qui avait une manière de travailler qui était, pour moi admirable, j'ai envie de dire, qui s'appelait Pablo, et qui, mettait en avant le «bien-être» entre guillemets des abeilles avant la productivité et la production de miel. Je me suis rendu compte que cet apiculteur, finalement, il gagnait pas beaucoup d'argent par rapport au temps qu'il À investissait, l'investissement qu'ils faisaient personnel, et j'imagine que c'est exactement. Donc lui s'était imposé ce cahier des charges, Nature et Progrès, qui impose une absence de transhumance. Donc, faut bien comprendre que quand on est apiculteur, souvent on transhume, c'est-à-dire qu'on emmène ses ruches, je sais pas, au pied des litchis, dans les pour avoir vergers du de miel de litchis, litchi. au mois de septembre, parce qu'il y a des fleurs de litchi et qu'on fait du miel de litchi et puis on les déplace, un petit peu de partout sur l'île, parce qu'au moment où il y a ces floraisons, il y a la capacité de faire beaucoup de miel. Évidemment. Mais je jette absolument pas la pierre aux apiculteurs qui procèdent comme ça, parce que c'est tout à fait normal puisqu'ils vivent de la vente de miel. Pablo était moins dans cette idée de production, mais plus dans cette idée on les laisse à l'endroit où elles évoluent dans leur écosystème proche. On essaye de les installer au maximum dans des endroits qui sont loin des pesticides, donc en général des champs de canne à sucre, des champs d'ananas qui sont les plus touchés en général. Et on les traite contre certaines maladies, mais en bio. Et donc il était rentré dans un système, voilà, qui demande beaucoup de temps, beaucoup plus de temps et d'investissement. D'accord. Heu, mais pour un rendement qui est moindre. Et je trouvais que c'était vraiment dommage quoi, que son initiative, elle soit pas, plus «payante» entre guillemets pour lui. Et donc j'ai décidé de réfléchir à un projet qui puisse financer sa manière de faire de l'apiculture. C'est comme ça qu'on a créé Crazy Bee, et on s'est dit que les entreprises avaient la capacité de pouvoir, elles, participer à cet effort en parrainant des ruches, pour qu'ils puissent effectuer ce travail, Sans de pression, manière un peu quelque plus part, sereine, quoi, quelque part. Heu et en contrepartie, évidemment, on donne du miel aux entreprises, qui ont participé à qui ont l'action. participé à cette action. On offre un package en contrepartie. Mais l'idée, c'est vraiment que les entreprises qui participent à l'aventure Crazy Bee, leur action, elle est vraiment dans la préservation de la biodiversité réunionnaise. Au-delà de récupérer quelque part, quelque chose de cette action-là. Parce qu'on ne garantit pas, par exemple, les kilos de miel Justement, que la tu vas production n'est pas recevoir garantie, toi. bien sûr. On pense qu'on va pouvoir, te donner 15 kilos par ruche, à la fin de l'année. Peut-être qu'on n'y arrivera pas parce qu'il y a eu des aléas, le varroa, ou d'autres problèmes climatiques et cetera, qui font qu'on n'arrivera pas à cette production-là, mais les entreprises aussi jouent le jeu de ça. J'ai presque l'impression que c'est un projet à but non lucratif en ce qui te concerne, Et c'est parce que j'ai l'impression que tu ne retires, pour le coup, toi, à part la démarche, tu ne retires rien je et crois que c'est ma contribution, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai pris au départ, c'est ma contribution, ma pierre à l'édifice de la préservation,
de la biodiversité réunionnaise et quelque part de la Réunion. Je mets ma petite pierre, elle est là. J'ai fait quelque chose pour le territoire réunionnais, heu, parce que j'aime la Réunion, en fait, et quelque part, ce projet m'a permis, voilà, de mettre ma petite pierre, là. Elle C'est une très belle démarche. J'ai pas l'impression qu'à La Réunion avant, quelqu'un l'ait déjà fait. Non, alors ça n'existait pas. Depuis, il y a d'autres projets qui se sont développés. Heu, on a été les premiers à initier ce mouvement-là. Un mouvement qui existait déjà d'ailleurs en métropole, hein, il y avait déjà Oui, le concept de départ, des projets de parrainage de ruches, des associations ou des entreprises qui s'étaient montées enfin, sur ce secteur-là. Et on le sait parce qu'on le voit régulièrement passer, les arbres, pardon, les les ruches qu'on peut retrouver, sur le toit de l'Opéra de Paris, voilà, c'est des initiatives qu'on connaît et ça s'est développé largement en métropole. Ça se développe à La Réunion, il y a de plus en plus d'entreprises qui jouent le jeu, j'ai envie de dire, de ça. Heu, moi, je crois beaucoup aussi au parrainage des particuliers, qui ne pourraient pas, parrainer une ruche complète parce que c'est trop d'investissement, mais que chacun pourrait contribuer, au parrainage de 10, 50, 100, 1000, 2000 abeilles, dans une ruche quoi, quelque part, et pouvoir récupérer un petit peu de miel de la production de cette propre ruche, d'accord, ouais. qu'on parraine aussi, voilà, et qu'on pourrait venir rencontrer l'apiculteur. Je crois beaucoup à l'action des particuliers, dans l'écologie, quoi. Tu sais combien il y a de d'abeilles dans une ruche? Oh, On est sur plusieurs alors ça centaines de dépend. milliers Non, ou c'est beaucoup moins? dizaines, Plusieurs dizaines de milliers, ouais, on peut ce arriver qui fait déjà jusqu'à du monde. 40 000. Jusqu'à 40 000 abeilles, ouais. Ça dépend du nombre de hausses et cetera, enfin ça dépend du stade de développement, mais ça peut aller jusqu'à 40 000, ouais. On avait d'ailleurs travaillé là-dessus à l'époque, avec Leader Price, qui est un des premiers parrains de Vas-y, Crazy Bee. Bee, qui, avait fait une action avec sa carte de fidélité. Tu sais, tu vas faire tes courses à Leader Price, tu as une carte de fidélité. Et avec les points qui se cumulent sur cette carte de fidélité, il y avait eu une action où les particuliers pouvaient allouer ces points au parrainage d'abeilles dans une ruche résibier. Et la contribution était: je parraine 10 abeilles, Leader Price parraine 10 abeilles, en plus de sa contribution générale, D'accord, quoi. d'accord. Et ça avait assez bien fonctionné, beaucoup de gens avaient participé à cette initiative et on avait proposé aux particuliers qui avaient contribué de venir visiter le rucher, de venir voir, et de voir, bah, ce que c'était qu'un rucher, quoi. Parce que finalement, Et dans l'inconscient collectif, tout le monde pense savoir ce que c'est, mais le voir en vrai, je pense que et puis ça veut c'est dire quelque se chose. mettre en tenue d'apiculteur, approcher les ruches, les ouvrir, les manipuler. Et se rendre compte du travail que c'est, discuter avec C'est fabuleux, l'apiculteur, ouais. et c'était une très chouette expérience, vraiment. Bah, écoute, en tout cas, nous, on est ravis d'avoir fait ta rencontre et d'avoir pu, jumper dans ce projet avec toi. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui concrètement? Qu'est-ce que peuvent faire les gens qui nous écoutent, pour soutenir et aider Crazy Bee? Parrainer des ruches évidemment, j'ai envie de dire, ça C'est la c'est base, oui. évidemment la base. Et enfin, et je vois, il y a beaucoup de sociétés qui, parce que il y a nous on propose enfin on proposait d'ailleurs, on le fait plus, la capacité d'installer des ruches directement dans les cours des entreprises ou sur les toits et cetera. C'est quelque chose qu'on a très peu fait. C'est un peu ce que nous, on a essayé de faire et d'expliquer d'ailleurs aux clients qu'on avait qui voulaient ça, en disant: «Vous voyez, les conditions, elles sont pas remplies». Moi, j'ai préféré dire non à des clients, heu, plutôt que de vendre pour vendre, tu vois? Pour gagner de l'argent, puisqu'en plus, comme tu le disais, pour C'est pas moi, du c'est pas tout. une Ouais, ouais, finalité, c'est tu pas vois? l'objectif. Et de dire: «Non, si vous voulez que ça se passe bien, vous n'avez pas les conditions optimales pour le faire. Pour nous, Laisser il faire faut nos à ce apiculteurs. moment-là, financer un apiculteur pour que ce soit fait dans de bonnes conditions ailleurs». J'encourage, chaque personne qui nous écoute à se renseigner et à essayer de soutenir, si vous êtes sollicité ou si vous en avez l'envie, à soutenir ce projet qui a vraiment énormément de sens et aujourd'hui encore plus que jamais, j'ai envie de dire. Ton parcours t'a amené à avoir d'autres projets.
Il y a un projet aussi dont j'ai entendu parler qui me semble, pour le territoire réunionnais, pour le coup, un projet qui porte beaucoup d'espoir en lui. On va parler de Glasternative, qui est un projet où le concept d'aller vers le recyclage du verre. À l'île de la Réunion, il y a beaucoup de verre qui est produit, consommé à la Réunion tous les ans. Ce verre, aujourd'hui, si je ne m'abuse, et tu me dis si je me trompe, la plupart du temps, à la fin de sa vie en tant que produit, c'est-à-dire qu'en tant que contenant, très souvent, il est soit enfoui, soit jeté, et dans le meilleur des cas, il est revendu, ou en tout cas, il est envoyé à des pays qui ont besoin de verre. Je sais pas, est-ce que l'Inde Alors récupère du verre? je suis pas sûre qu'ils aient besoin de verre. En tout cas, ils ont cette capacité à être et alors là encore, je mets des guillemets parce que Mmh. c'est un peu notre, notre poubelle, tu vois? Ils accueillent les ordures, en fait, du monde entier. Enfin, On parle de c'est l'Inde. et on Oui. parle de l'Inde. Il y a d'autres pays en Afrique aussi qui le font. Heu, on n'a plus la capacité, nous, d'enregistrer, cette capacité, ce nombre de déchets. Et on l'envoie ailleurs pour que, les autres je veux dire les retraites, enfin ils en font ce qu'ils veulent. C'est quelque part, ça nous intéresse même pas de savoir ce qu'ils veulent en faire. Juste, on veut s'en débarrasser, Oui, d'accord. de chez nous pour que le problème il soit, Pour qu'on l'externalise, qu'on le déplacé. déplace. Ouais, Exactement. d'accord. C'est pour ça que cette initiative de Glasternative, c'est de monter, au moins une usine à La Réunion qui va permettre de retraiter le verre qui est consommé, j'ai envie de dire, sur l'île de La Réunion et pouvoir le transformer. Il y a des machines très spécialisées, je crois que ce sont des machines allemandes qui sont prévues pour faire ça. Des machines extrêmement spécialisées qui permettent, en fait, puisque ça existe, c'est concret, en fait, de concasser ce verre à différents niveaux de granularité Exactement. jusqu'à en faire, si j'ai bien compris, quasiment De la euh, poudre de verre. de la poudre de verre. Où est-ce que vous en êtes sur le projet Glasternative et qu'est-ce que vous comptez faire, si tout se passe bien, de ce verre? C'est quoi Bon, un peu le je pense concept? oui, il faut d'abord remonter à l'initiative du projet. Donc, l'initiative, du projet, c'est Mathieu Troubet, qui habitait en Guyane. Ça a commencé à germer à l'époque, où il vivait là-bas. Il est venu s'installer à La Réunion avec, cette idée de retraiter le verre, de le concasser à différentes, granulométries, comme tu le disais, heu, pour en pour réussir à en faire plusieurs produits qui seraient nécessaires en fonction de la granularité à différentes activités. Heu, donc Mathieu est venu nous voir à l'époque, ben, j'étais chez Seyès, hein, donc on avait ce petit incubateur à start-up, qui était là pour accompagner les projets innovants et puis, donc on a accueilli Mathieu et on a commencé à travailler sur le projet Glasternative. Glasternative aujourd'hui, on a donc un terrain à Saint-Benoît, heu, sur lequel on a déposé un permis de construire, donc l'usine est en phase de construction, heu, devrait, sortir, de terre comme on dit, et on croise les doigts, n'est-ce pas? D'ici 1 an, enfin devrait être terminée complètement et C'est un active an. d'ici 1 année. Hem, quand je parlais de différentes granulométries, il faut bien se rendre compte que le verre, donc on le concasse. On peut en faire à une certaine granulométrie, de l'enrober, l'intégrer à l'enrobé pour les routes. À une granulométrie un peu plus fine, on en fait du sable de piscine. On peut aussi, en faire du sable, pour sabler les façades Oui, des ce qu'on appelle immeubles. sabler les façades, oui. Et puis, il y a une granulométrie encore plus fine où là, on arrive à de la poudre de verre. On est capable de la l'intégrer, à Dans un des mélange, matériaux de construction, construction, exactement, pour en faire, bah, du béton. du béton, tout simplement. C'est ça. Donc du béton vert, quelque part, puisqu'il va venir, se substituer en grande partie au ciment, heu et permettre, un béton qui soit plus solide, mais surtout reconcassable, quoi, et réutilisable dans de futures constructions par la suite. Ce qui est quand même, alors sur un territoire comme La Réunion où la construction, on va dire, les milieux du bâtiment et des travaux publics sont très, très présents et surtout qu'il y a beaucoup de besoins à La Réunion de construction. On sait qu'on est en déficit de logement, on a plein de choses encore à bâtir à La Réunion. Le sujet du BTP étant très important, le sujet
du béton et du ciment le sont tout autant. Et donc tu disais que non seulement ça renforce la qualité du béton en termes de solidité, mais si j'ai bien suivi aussi, c'est-à-dire que cet apport de verre qu'on va faire dans des mélanges pour faire du béton coûte moins cher que le béton. C'est-à-dire qu'en plus, c'est une source d'économie. Donc il y a un vrai avantage à utiliser les produits issus du verre pour les mélanger au béton, parce qu'en fait, ton coût au mètre cube de béton va te revenir moins cher. Mais il va revenir moins cher pour plein de raisons et notamment par le Ça, fait ça, ça qu'il ne sera pas ça obligé de m'intéresse. traverser la planète. Il y a toute une partie de ces matériaux-là qui arrivent d'ailleurs. On pourrait le récupérer à partir de nos propres déchets pour pouvoir en faire, quelque chose d'utile et quand on pense aux sables de piscine, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on a à des nouveaux produits qui Ah pourraient oui. être en vente demain, chez Monsieur Bricolage ou tu vois, ou chez Ravat quoi, dans l'idée de, tu pourras acheter du sable de piscine 100 réunionnais quoi, qui viendrait pas, encore une fois de Oui, de l'autre l'autre bout du monde. de l'autre bout du monde pour, satisfaire un besoin dont on a, évidemment le très besoin à La Réunion puisque des piscines, il y en a énormément, tu vois? L'enrobé, c'est pareil, c'est-à-dire qu'on récupère un déchet et on le valorise et on s'en servirait derrière au quotidien, ici. Donc c'est quelque part, c'est tout bénef, quoi. C'est vraiment le cœur de l'idée, c'est ce qui est génial dans ce projet, c'est de se dire qu'on va pouvoir, le réintégrer dans le circuit, en créer un nouveau produit. Ça, c'est, je pense, un cercle très vertueux. Ça va exactement dans le sens de ce dont on a besoin, surtout sur une île, dans une île si éloignée que La Réunion. Encore plus sur une île, ça c'est certain. Puis après, c'est un projet qui est duplicable, sur les îles aux alentours, ou sur d'autres territoires qui ont ces mêmes besoins, quoi. Demain, c'est un projet qui peut être exporté à Maurice ou à Madagascar et qui permettrait d'avoir en local des produits, qui n'existent pas ou peu. Oui. Donc c'est une vraie plus-value, en matière écologique. Alors moi, on parle de Crazy Bee, on parle de colle alternative, finalement, c'est des produits qui sont, écologiques, quoi. C'est-à-dire que l'écologie, c'est très important et à l'échelle de La Réunion, je pense qu'il faut bien qu'on se rende compte que c'est juste essentiel. Je sais que ce projet a reçu un prix, si je ne dis pas de bêtises. Oui, tout à fait. On a été lauréat donc de, France, Industrie qui nous a permis d'obtenir cette subvention extraordinaire, de 600 000 €, qui qui nous a juste permis quelque part de réaliser le projet quoi, qu'on soit très clair. D'accord. Écoute, c'est bien, Une j'ai bourse envie de dire. French Tech aussi de BPI qui Ah! accompagne, OK. en amorçage, les startups voilà, sur des projets innovants. Donc, on a eu des aides qui nous ont permis de réaliser ce projet-là, effectivement. Est-ce qu'on va voir, les premiers, on va dire, produits Glacier Natif sortir Ben écoute, on espère dans 1 an, quoi, je dans un an à peu pense. près, ouais, ce qui est quand même très, très court. C'est super, très belle initiative encore. Maintenant, j'aimerais qu'on parle d'un projet qui est peut-être ton gros projet du moment. Ça s'appelle Hub2, 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 hein, hub2.io. On parle de micro-paiement, on on parle, parle de solutions de on paiement. parle c'est ça, on parle de solutions de paiement, agrégateurs de paiement. Alors ça c'est intéressant de un peu développer ce concept. Bon, je pense qu'il C'est quoi un agrégateur de paiement? faut comprendre d'abord d'où vient UpTour et d'où vient cette initiative-là. Ashley Gahuzer, CEO actuel de UpTour, a travaillé pendant de nombreuses années, en Afrique, notamment en Côte d'Ivoire, heu et il est revenu avec cette idée puisque, encore une fois, c'est un porteur de projet qui se présente et qu'on accompagne, au départ, cette idée que, en Afrique, les gens sont très peu bancarisés, à la différence de nous, hein, qui avons tous des comptes bancaires évidemment, très peu bancarisés, donc pas de solution de paiement en dehors du cash. Il y a des entreprises, des sociétés qui se sont penchées, sur ce problème surtout d'inclusion financière et il y a des initiatives qui ont été menées de permettre aux personnes de pouvoir payer à partir de leur téléphone portable grâce à des comptes reliés à leur opérateur téléphonique. Avec mon téléphone, je vais être capable de payer, je vais être capable de payer un taxi, je vais être capable de payer tout ce que je payais en cash jusqu'à maintenant. Ça fonctionne extrêmement bien en Afrique, c'est très répandu, c'est très étonnant parce que nous, on n'a pas cette habitude-là.
Ce que propose Up2, Alors voilà. c'est de permettre aux entreprises de pouvoir se plugger à notre solution, puisque nous-mêmes, on est plugués à l'ensemble des opérateurs de la zone Afrique de l'Ouest, et de pouvoir leur permettre d'accéder au compte mobile money des particuliers, dans un sens, c'est-à-dire pour leur envoyer de l'argent, d'accord, permettre à des personnes de la diaspora sénégalaise, ivoirienne, etc., d'envoyer de l'argent sur le compte mobile money de ta mère, de ton D'une cousin, personne de exactement, quelqu'un OK. de ta famille, d'un ami en, en Côte d'Ivoire directement. Mais aussi dans l'autre sens, de permettre à quelqu'un, par exemple, alors là, on parle des assurances, tiens, parce que ça a été une des premières initiatives d'Up2, un des premiers produits qui avait été vendu, c'était, vous êtes assureur, euh, les particuliers vous payent votre prime d'assurance via leur compte mobile money, OK. puisqu'avant, tout se Ça, payait en c'est en cash. cash. Oui, oui, on sait que c'est comme ça, ouais. Et dans l'autre sens, si moi, demain, j'ai un sinistre, L'assureur va l'assureur m'indemniser. va indemniser la personne directement sur son compte mobile money. Et nous, on est cette clé qui va te permettre de pouvoir envoyer vers n'importe quel opérateur téléphonique. Et on s'adresse exclusivement aux entreprises qui veulent toucher l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique francophone, un petit peu l'Afrique centrale, mais on est principalement implanté en Afrique francophone. On parle du Sénégal, de la Sénégal, Côte Côte d'Ivoire, d'Ivoire, le Mali, oui, un petit peu. le Burkina Faso, le Bénin, Mmh. euh, le Cameroun, donc plus Afrique centrale, et voilà. Et après, également d'autres pays, parce que on peut envoyer, on peut travailler avec le Togo, la Guinée, enfin voilà, tous ces pays-là qui sont dans cette zone Afrique francophone, Afrique de l'Ouest. Cette boîte, c'est une boîte réunionnaise. C'est une boîte 100% C'est ça qui est fou. réunionnaise, où toute l'ingénierie est développée à La Réunion par des développeurs qui sont réunionnais. Donc, c'est ça qui est assez fou, assez extraordinaire, et avec à sa tête un CEO qui est lui-même réunionnais. L'une des questions là qui me vient tout de suite, c'est comment est-ce qu'on recrute et comment est-ce qu'on monte une équipe sur un territoire qui n'est pas du tout le territoire d'origine de la boîte qui a eu l'idée et qui développe la techno? Ashley venait de Côte d'Ivoire. Je veux dire, il avait une connaissance du terrain, c'est lui-même qui a monté ses équipes au départ, parce que Up2, ça a été les tout débuts d'Up2, c'est 2017. 2023, évidemment, ça n'a plus la même tête de ce que c'était en 2017, quoi. Donc les équipes ont commencé à être recrutées vraiment en 2020, et de manière beaucoup plus active, sur la dernière année, qui vient de s'écouler, quoi. Tout en sachant que vous avez effectué des levées de fonds, vous avez réussi cette prouesse parce que s'il y a pas beaucoup de boîtes réunionnaises qui lèvent des fonds, surtout ces derniers mois, ces dernières années, Alors ça s'est ces un petit peu dernières tassé? années, c'est-à-dire il y a eu une première levée de fonds, heu, dans lequel le ENL est entré, donc Fonds d'investissement mauricien, donc au tout début d'Up2, hein, dès 2017. Après, il y a eu une deuxième levée avec Capicap qui est venue, au pot également, en tant que fonds d'investissement, puisque ça reste des fonds. Et aujourd'hui, on est dans l'idée de réussir une future levée de fonds dans les mois qui arrivent. Voilà, on espère y arriver. Est-ce qu'on peut avoir une carte bleue? C'est une question bête. Est-ce qu'on peut avoir une carte bleue facilement, dans des pays d'Afrique de l'Ouest, par exemple, ou Alors d'Afrique on peut francophone? évidemment, on peut si on a les moyens de pouvoir s'en procurer une. Par contre, il y a aussi des néobanques qui se sont montées, dont Jamo, dont je t'avais déjà Oui, Jamo, parlé, absolument. qui a donné la capacité aujourd'hui aux Ivoiriens de pouvoir avoir un compte bancaire et une carte bleue, heu, très facilement. Chose Qui était absolument qui était impensable juste avant. impensable, avant. Donc ça a été un vrai bouleversement et une grande réussite, extraordinaire, Jumbo, en Côte d'Ivoire, et qui se propagera, j'imagine, sur le reste du continent. Mais c'est un produit, dingue, et là, pour de bon, je pense que les banques, elles sont
elles ont rien vu Les venir. banques traditionnelles. Elles se rendent compte que, voilà, il y a en fait des besoins et qu'elles étaient pas capables d'y répondre, mais peut-être parce qu'elles avaient pas, l'envie d'y répondre parce que ça nécessite, enfin, elles y voyaient peut-être pas l'intérêt. Mais quand elles voient l'engouement qu'il y a derrière, je pense que tout le monde se rend bien compte Ça que va faire bouger les lignes, oui, je pense que c'est clair. ça va beaucoup faire changer les lignes. Merci beaucoup Julie. Est-ce que tu peux nous expliquer justement, étant basée toi-même à La Réunion, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton rôle à toi chez Up2? Je m'occupe de la partie administrative, financière, juridique du groupe Up2, donc c'est-à-dire de la maison mère qui est à La Réunion et des filiales, africaines. V Tout ce qui est, contrat, en matière juridique, compliance, c'est-à-dire que comme on travaille dans la finance, on a des obligations, Contrainte, j'imagine, des très forte. contraintes de vérification de nos clients. Donc, je viens vérifier avant d'onboarder les clients qu'ils ont bien cette capacité à pouvoir, interagir avec notre plateforme. Donc, c'est ce qu'on appelle la partie KYB. Alors on connaît KYC, Know Your Customer, en fait, Absolument. c'est Know Your KYC, Business, c'est Know voilà. Your Customer. Et c'est la même chose, mais business pour, KYB, puisque nous, on n'interagit pas du tout avec les particuliers, mais exclusivement avec des entreprises. Et puis après, ben, tout ce qui est assez classique, hein, je veux dire, l'administratif, la finance, le juridique, tout ce qu'on connaît dans une société, assez classique. Et je pense que les rôles de chacun vont évoluer, dans ce nouvel Up2, qui s'ouvre, puisqu'on arrive à des chiffres qu'on n'avait jamais réussi à atteindre. On en a discuté d'ailleurs, ensemble, puisqu'on a passé le 1 000 000 € de transactions par jour, ce qui est assez Ce extraordinaire qui est vu fabuleux, de oui. où on vient au départ. Donc voilà, donc on est en pleine restructuration de ce groupe-là. Chacun va prendre, possiblement de nouvelles fonctions, voilà. Mais c'est une aventure assez extraordinaire. Moi, je suis ravie, et je le dis régulièrement à Ashley de m'avoir embarquée dans cette aventure-là. À La Réunion, je suis pas certaine que des aventures comme ça, il y en ait beaucoup, qui sont vraiment tournées vers le continent africain et qui amènent, quelque chose, une vraie amélioration quelque part, De la vie des de gens. la vie des gens et de cette inclusion financière qui n'existait pas vraiment, quoi. En tout cas, c'est, je pense, une fierté pour une boîte réunionnaise d'arriver à apporter ce genre de réponse, à des besoins. C'est vraiment l'esprit finalement start-up. Vous vous définissez comme une start-up chez Up2? Oui, on est toujours une Vous êtes toujours start-up. une start-up. On est toujours une start-up. Je crois qu'à Après, partir du moment où on continue à chercher des fonds, on reste une start-up. C'est-à-dire que tant qu'on n'est pas pleinement autonome, alors on pourrait être pleinement autonome, mais la difficulté, c'est toujours de passer, tu sais, le cap suivant, quoi. Toujours, la marche supplémentaire à passer, elle nécessite encore d'avoir des fonds qui viennent encore de soutenir. renforcer, les fonds propres de la société. Et donc, on est toujours dans cette dynamique-là. Donc oui, on est toujours, une start-up. C'est quoi l'objectif alors de cette start-up dans les, on va dire, dans les 12 mois ou 18 mois à venir? Ça va tellement vite que c'est très compliqué. Très Je crois compliqué. je crois qu'il y a des moments où on se dit: On va prendre cette direction-là» et puis en fait, pas du tout, on revient parce que ça correspond pas aux besoins, du moment, tout va extrêmement vite et je crois que cette dernière année, elle a été, complètement dingue, et je suis pas sûre que si on en avait discuté l'année dernière, on se serait dit qu'on serait déjà aujourd'hui là où on en est. Mais globalement, on espère, une levée de fonds 1er trimestre 2024, qui nous permettrait de pouvoir, s'agrandir évidemment, embaucher pour répondre encore mieux aux besoins de nos clients, de pouvoir, encaisser encore plus de flux. Ça veut dire également, renforcer l'équipe technique, à La Réunion. Donc on va probablement être à la recherche de développeurs. Alors là, c'est un moyen aussi peut-être de dire, si vous êtes développeur et que vous avez envie, de rejoindre, l'aventure Up2, bah, dans quelques mois, ce sera à nouveau le cas, de rentrer dans des nouveaux recrutements ici. Donc voilà quoi, c'est on va s'agrandir, se développer, et toucher de nouveaux pays, en Afrique. Tu nous as parlé un petit peu de ton rôle au sein de Up2.
Des petites questions donc plus personnelles pour dans le contexte de Up2, parce que j'ai l'impression que c'est quand même ce qui t'occupe le plus de ton temps aujourd'hui, hein? Oui, c'est ce C'est qui m'occupe, et au d'ailleurs, cœur de ton activité? j'en ai Oui? pas parlé, mais j'ai, aussi un rôle RH, dans le tout qui me tient beaucoup à cœur. Encore plus avec les équipes africaines, et je crois que c'est vraiment un pendant de ce que je fais Qui qui apporte de la valeur qui à apporte de la Up2? valeur et qui, moi, Plaît m'apporte une beaucoup. valeur humaine, complètement extraordinaire. Tu as répondu à ma question qui était: qu'est-ce que tu aimes particulièrement dans ton métier, en tout cas au sein de Up2 aujourd'hui? A priori la dimension RH, c'est quelque chose qui te plaît beaucoup. Oui, et la relation avec les équipes, africaines. Quelle est ta plus grosse difficulté aujourd'hui pour exercer sereinement ton activité? Moi, je pense que la plus grande difficulté, quelque part, c'est Crazy Bee. Ce qui est assez fou parce qu'on pourrait se dire que c'est moins complexe, quoi. On travaille avec le vivant, encore une fois, et tous ces aléas autour du vivant, notamment quand on n'est pas apiculteur, c'est un vrai casse-tête, quoi. Trouver les bonnes personnes pour s'occuper de tes ruches, réussir à s'implanter sur des terrains qui correspondent, à la vision, initiale de Crazy Bee, puisque Pablo est parti depuis. D'autres ont pris sa suite, mais dans l'idée que chacun devra s'inscrire dans cette continuité-là. Toutes les difficultés qu'on a eues avec, parce que nous, on a créé Crazy Bee, il faut bien se rendre compte que peut-être 6 mois après, le varroa apparaissait à La Réunion. C'est-à-dire Oui, que ça c'était on est allé de catastrophe en catastrophe. le varroa est C'est un un parasite parasite, qui vient, dans les ruches, et qui vient, bouleverser l'équilibre de la ruche, s'attaquer aux larves, heu qui vient mettre en et péril tout décimer simplement. complètement des colonies entières. Donc ça a été, un parcours Sacré challenge. d'équilibriste, qu'a réussi à mener Pablo et qui existe toujours. Enfin, je veux dire, le varroa est toujours présent à La Réunion. On faisait partie des territoires qui en étaient préservés, il y en avait très peu sur la planète. C'est pour ça qu'on a des ruchers sentinelles à La Réunion. Tu peux nous en dire juste un mot? Les ruchers sentinelles, par exemple, il y en a un au port de rucher sentinelle. C'est-à-dire que c'est une porte d'entrée de l'extérieur directement sur l'île, et donc on a des ruchers qui sont implantés, à certains endroits stratégiques comme au port. Qui est un endroit qui accueille beaucoup Évidemment, sur l'île de la Réunion, tout ce qui vient de toutes les importations. et C'est en qui fait un rucher donneur d'alerte, exactement, lanceur d'alerte, lanceur d'alerte, et qui permet d'identifier si on a un insecte, un parasite qui vient s'implanter, comme c'est la porte d'entrée, c'est à cet endroit-là qu'on devrait le détecter en premier. d'accord. Si tu me permets, Julie, je vais revenir, sur ta mission, ton rôle auprès de Up2. Je pense que tu l'as compris, on a bien parlé de digital dans cette émission, d'entreprendre avec assurance, et on a notamment parlé de ChatGPT. C'est un sujet Qu'on a abordé ensemble, qu'on a abordé effectivement. ensemble. Sur la dimension RH, sur la dimension juridique, est-ce que tu peux nous donner juste quelques exemples de comment tu te sers de cet outil? Comme beaucoup de gens, j'y suis allée un peu à reculons, quoi, en me disant, parce que Ça va venir, ça va venir priver évidemment priver des gens de leurs emplois, enfin c'est, et puis bon, bah, j'ai fait comme tout le monde, hein, je me suis mis à utiliser, ChatGPT, quoi, et donc les dernières utilisations là, c'était pour, réaliser des fiches de poste, mmh heu et où je me suis retrouvée moi à devoir, rédiger des fiches de poste, pour, des postes que finalement je connaissais assez mal dans l'entreprise. Enfin, j'avais une idée évidemment de ce que faisaient, ces personnes-là, mais j'avais plus de mal, tu vois, à le rédiger, à l'écrire sur le papier, à essayer de le structurer, et donc j'ai utilisé, ChatGPT pour ça, qui m'a aidée à structurer mes idées et même, finalement, aller récupérer de la data là sur internet, sur l'intitulé du poste. Bon, après tu l'amènes toi, hein, évidemment, à l'enrichir avec, ton secteur d'activité, ce que tu sais toi de ce que la personne fait déjà dans le poste. Mais très concrètement, moi je trouve ça bluffant ce qu'on arrive, à en tirer, et du gain de temps, parce que je pense que si j'avais opéré moi-même ces recherches, essayer de les compiler, le
Et de les Le formaliser. raccorder, à ce que moi je connaissais du poste, l'organiser et cetera, j'y aurais probablement passé beaucoup plus de temps que ça. Donc oui et après sur la partie contractuelle, alors pour de bon, j'étais très réticente parce que moi à la base je suis juriste et alors là je me suis dit: «Bon là, c'est pas possible, c'est un scandale. On va, demain ne plus avoir besoin de gens comme moi pour, mais Je vois. pour faire leur propre métier» et bon, je pense que ChatGPT a pas encore, complètement toutes les clés de ce qui se passe dans le cerveau de tous les juristes de la planète et heureusement. Mais en tout cas, moi, ils m'aident beaucoup parfois à réécrire, à remettre en forme, certaines parties dans des contrats, Certaines clauses, certains certaines articles. clauses où tu commences toi-même à rédiger la clause et puis finalement tu trouves que c'est pas exactement ce que tu attends et tu vas aller, chercher dans l'outil, heu quelque chose de beaucoup plus, précis et de beaucoup plus adapté en termes de discours, à cette problématique juridique. Donc oui, je crois que j'ai fait comme tout le monde. C'est-à-dire qu'au début, j'y suis allée à reculons et puis finalement, je l'utilise pas encore au quotidien, mais je l'utilise de plus en plus et même parfois, je m'en veux un peu quand je commence à opérer moi certaines recherches et puis au bout de, tu vois, 1 heure que tu es sur un sujet, tu dis: «Mais attends, J'ai mais j'ai ChatGPT, ChatGPT, je je peux comprends l'utiliser. même pas pourquoi est-ce que je l'ai pas utilisé jusqu'à maintenant, quoi». Il y a un vrai sujet autour de la confidentialité Confidentialité, des exactement. données, que tu donnes à ChatGPT, qui donc apprend de ce que tu lui donnes, de ce dont tu le nourris et c'est vrai que c'est l'un des sujets, autour de l'IA qui dont on entend beaucoup parler aujourd'hui et j'imagine que comme toute technologie qui est massivement adoptée, la régulation va finir par arriver et les sociétés qui génèrent des programmes d'IA ou des algorithmes d'IA vont nous permettre à la fois de se servir de l'outil, et pour le côté magique de l'outil, tout en préservant les données. Maintenant, c'est comme tout, il faut un petit temps d'adaptation, je pense. Il faut un petit temps de conformisation. Mais c'est un outil, je pense, qui est déjà largement rentré dans nos vies, hein, notamment nos vies professionnelles. C'est clairement l'avenir, je pense. Chez Perceval, nous, on utilise beaucoup l'intelligence artificielle dans son ensemble. On est toujours très ouvert et très à la recherche de ce que peuvent nous apporter ces nouvelles technologies. Je te donne juste un exemple. L'illustration du podcast Entreprendre avec assurance, elle a été générée par une IA générative d'images. Ce n'est pas arrivé en un claquement de doigts. On n'a pas écrit une demande et on a eu l'image qu'on voulait. Il a fallu la travailler, il a fallu la peaufiner, il a fallu guider en fait l'IA. Cet outil est tellement puissant qu'on a pu avoir une illustration qui était vraiment ce qu'on avait en tête au départ, sans avoir à la dessiner. Et ça, c'est une extrême valeur ajoutée. Quelles sont les autres technologies? Est-ce que tu peux nous dire quels sont les autres outils informatiques, digitaux que tu utilises au quotidien et qui te permettent de mener tes activités sur plusieurs continents? Moi j'utilise, Asana pour la gestion des tâches, par exemple, ce qui permet un peu d'organiser, de garder en tête, l'ensemble des tâches que tu as réalisées, de pouvoir un peu checker à chaque fois en disant: «OK, ça je l'ai fait, ça je l'ai fait, ça je l'ai fait» et éviter les oublis. Après nous, on utilise, Discord, chez Upto Communiquer en équipe? pour communiquer, entre les équipes de La Réunion, les équipes de Côte d'Ivoire. Heu, on a basculé, donc on avait Slack, finalement c'était pas assez satisfaisant, on est passé sur Discord. Mais, on est un certain nombre à être des irréductibles de WhatsApp, quoi et je crois que pour de bon, ça a été un peu compliqué, de se dire: «OK, pour tout ce qui est professionnel, on passe Discord? par Discord», Et alors finalement, qu'on a les quand gens même cette habitude de continuent à WhatsApp, utiliser WhatsApp. c'est ça. C'est très facile, de discuter, de convenir de rendez-vous et quelque part, c'est beaucoup plus fluide. Moi, je vois avec les banques aussi, beaucoup plus fluide presque que les mails, quoi, parce que les mails, c'est instantané, mais finalement, le WhatsApp, c'est même le message, tu rentres tout de suite dans le téléphone des gens. Je pense qu'il y a une vraie différence de support entre le téléphone et l'ordinateur, tu vois? Et où, quand ça arrive sur le téléphone, tu as l'impression que quelque part, c'est plus urgent que si tu avais reçu, Un email cette sur même ton ordi. information par mail et tu vois? Parce que finalement, quand tu envoies un mail et que c'est urgent, tu te sens un peu obligé de mettre urgent en objet.
tu vois? Alors que quand tu passes par WhatsApp, si tu es passé par WhatsApp, c'est que par définition, c'est urgent et que tu veux joindre la personne le plus rapidement possible pour résoudre un problème rapidement. C'est et vraiment enfin moi en tout cas je l'utilise comme ça, hein. Peut-être que tout le monde n'a pas cette utilisation-là. Mais moi si je passe par WhatsApp, c'est que j'ai envie d'avoir une réponse plus vite, quoi. Tu as eu un parcours où tu as touché à beaucoup de métiers. Selon toi, avec ton expérience, quelle est la valeur qui t'a permis de mieux réussir tout ce que tu as entrepris? L'honnêteté, ça c'est sûr, puisque j'ai beaucoup de mal, justement avec, le mensonge, tu vois? Heu et parfois dans les relations professionnelles, heu, certains, se perdent un peu et La fantasment, frontière est fine, v ouais, oui, c'est ça et elle est et c dépassée, parce que souvent. finalement tu essayes d'envoyer du rêve, pour obtenir, certains contrats et je crois que de toute façon, envoyer du rêve, à un moment, ça te rattrape. C'est-à-dire que tu te retrouveras dans la difficulté derrière et pour moi, c'est vraiment voilà, telle que je suis, même telle que je suis à titre, très, Dans ta vie, dans à titre ma vie personnel? personnelle, je pense que je suis la même, dans le milieu professionnel. C'est-à-dire que, voilà, je tiens en tout cas, à garder cette valeur d'honnêteté-là et cette valeur d'honnêteté aussi, elle te permet à des moments de dire, «Je pense que j'ai pas la capacité de le faire» ou que je vais rencontrer des difficultés pour le faire et je crois que c'est très important de savoir reconnaître ses faiblesses, quoi, quelque part. Même si on a l'impression on va peut-être en subir les conséquences, tu vois? Quelque part derrière, mais je crois que finalement c'est pas du tout le cas. Je pense foncièrement que ça ne peut que nous permettre de pouvoir évoluer, grandir, et obtenir de l'aide, parfois des autres quoi, qu'ils soient dans la société ou à l'extérieur, pour réussir à mener à bien une mission, quoi. Oui, donc tu parles de l'humilité, finalement. Av Savoir être oui humble, aussi, honnête et humble, et ouais, je pense savoir que ça reconnaître va ses avec. limites. Je pense que ça va Oui, avec. oui, oui, on est dans la même famille et je suis tout à fait d'accord avec toi. Maintenant, j'ai une petite question autour de l'assurance. J'aimerais savoir, Julie, quand est-ce que tu as entendu parler d'assurance pour la première fois? Ton premier contact avec l'assurance, quel était ton premier besoin d'assurance où tu t'es vraiment dit: «Là, l'assurance, ça vaut le coup, j'en ai besoin»? Dans ma vie, à titre personnel, il y a une anecdote qui m'a marquée. Je devais avoir, 19 ans, je pense et j'ai fait un prêt à la banque pour mes études et à Ce l'époque, qui est moi classique, oui, j'étais boursière, c'était un peu compliqué, financièrement, et donc j'ai fait un prêt étudiant quoi, comme, beaucoup en ont fait, pour réussir à financer leurs études. Et j'avais été un peu choquée parce qu'on m'avait dit, «Il faut, souscrire à une assurance décès», tu sais? oui. Quand tu as 19 ans, Et qu'on te parle d'assurance ça décès, m'avait un peu, c'est tu bizarre. vois, ça m'avait fait bizarre en me disant: «Mais je vais devoir payer au cas où je meurs, pour, quelque part rembourser ce prêt, que je serais pas en capacité de rembourser ou que mes parents pourraient pas rembourser». Et je t'avoue que ce premier contact, il avait été très étonnant parce que c'était, ah mais carrément quoi. On parle, de décès, avec, une jeune femme face à tu vois, qui a 19 ans et qui est loin de penser, Un événement comme ça. qu'elle pourrait mourir demain. Donc ça, c'est vraiment le 1er contact avec l'assurance qui m'avait un peu perturbée, et c'est vrai que ça m'a marquée. Après, à titre professionnel, bah, c'est qu'à partir du moment où j'ai commencé, à être entrepreneur, quoi, tu vois? Avant, la question, elle se pose pas vraiment. Moi, je travaillais dans des cabinets, ils étaient couverts par des assurances, on se rendait bien compte de quelle utilité avait cette assurance, mais Ça te touchait pas ça me touchait particulièrement? pas particulièrement et je crois que ça s'est de plus en plus affiné à partir du moment où j'ai commencé à travailler chez Uptour. Parce qu'il y a, ces problématiques d'assurance, cybercriminalité,
très spécifiques, liées à notre activité même et où là, tu te rends compte que ce qui est demandé en prérequis par les assureurs est très lourd pour réussir à couvrir ce genre de risque. Et après, des anecdotes un peu plus moins importantes si l'on peut dire, c'est, quand je t'avais sollicité toi parce que j'arrivais pas de trouver d'assureur qui était capable de nous couvrir, sur, une assurance voyage quoi, juste. Parce qu'on était on est appelé à se déplacer régulièrement et qu'on ne trouvait pas d'assurance qui était capable de nous couvrir pour nos voyages, en Afrique, quoi. Et j'avais sollicité un certain nombre d'assureurs, à La Réunion, jusqu'à ce que je t'appelle et que tu réussisses, et que Perceval réussisse à résoudre, ce problème-là. Alors, on a vraiment l'impression que c'est pas grand-chose une assurance voyage, hein. Ah oui, mais en fait, ça rejoint ce que je disais un petit peu tout à l'heure, c'est que plus le temps va passer, ça va être compliqué malheureusement. Alors ce que moi je pense, c'est que l'assurance est une nécessité, elle est née d'un besoin. L'assurance est advenue, comme je dis souvent, elle a émergé, elle n'est pas ça n'a pas été un concept de comment prendre de l'argent aux gens et s'enrichir sur le dos des gens. C'est né d'un besoin et je fais souvent le parallèle avec la banque aussi, les premiers banquiers et ça remonte à des centaines d'années, les premiers concepts qui font, ce qu'on appellerait une banque aujourd'hui, ne sont pas nouveaux et ils sont nés d'un besoin et je pense qu'en fait, pendant très longtemps, chacun a vécu l'assurance comme étant, en fait, une obligation, sans en voir vraiment l'intérêt et je pense que malheureusement, quelque part, il va y avoir une prise de conscience du public sur le besoin des assurances. Ça va être malheureusement le moment où les assurances vont devenir de plus en plus difficiles à souscrire. Parce que le risque est en train d'exploser, le risque en termes assurantiels est en train d'exploser et tous les territoires sont concernés, tous les pays sont concernés, tous les cas de figure sont concernés, particuliers, professionnels. Donc voilà, c'est quand même un petit peu ce retournement de situation est un petit peu, spécial. Encore une fois, l'assurance, je pense, a un grand rôle à jouer et l'aura de plus en plus dans le futur. Petit sondage, qu'on fait dans cette émission. À titre personnel, est-ce que tu fais des achats en ligne, billets d'avion, réservation de voiture, du streaming et cetera? Concrètement, est-ce que tu mets ta carte bleue facilement sur internet pour acheter des produits ou des services? J'achète pas par principe sur les grandes, plateformes, type Amazon, par exemple. D'accord, Je me refuse, d'acheter, quoi que ce soit sur ces plateformes-là. Heu, donc régulièrement, de fait, non, puisque c'est souvent des achats un peu compulsifs, qu'on peut faire sur ce genre de plateforme. Après, oui, dans le sens où, je vais, prendre des billets d'avion, je vais, prendre une voiture de location, voilà, réserver un hôtel, oui, mais pas d'achat, d'objets, heu, sauf si vraiment, je veux dire, je sauf si n'ai c'est la seule aucune option que tu aies, capacité de l'acheter, différemment. ici à La Réunion, OK, quitte à le payer plus cher. d'accord, je vois très bien. Mais, je pense que aussi c'est dans ces démarches, c'est d'un point de vue écologique, c'est un non-sens de faire venir un objet pour toi parce que tu en as envie, et qui traverse la planète, juste pour toi. Pour moi, c'est une aberration. Je peux pas cautionner à ça et au-delà de l'écologie, j'ai beaucoup de mal aussi à cautionner le système même de ces grandes plateformes-là. Prolongeons un petit peu la question, est-ce que en termes donc d'achat d'un produit qui n'est pas un produit physique, et là j'ai envie de te parler d'un produit d'assurance, est-ce qu'aujourd'hui, tu es à l'aise avec le fait de souscrire un produit d'assurance, des activités professionnelles en ligne? Bon, Ça en revanche, oui, j'ai pas du tout d'appréhension. d'appréhension, absolument pas. Est-ce que c'est même un canal privilégié pour toi, Oui, la souscription digitale d'assurance? oui, mais mmh, oui, parce que c'est beaucoup plus simple, en fait. On rentre la carte bleue et puis on a payé notre service, plutôt que d'opérer un virement, de faire un chèque, de l'envoyer, Papier, d'envoyer des emails et voilà, cetera et cetera. c'est beaucoup plus long et fastidieux. Quelque part, on rentre notre numéro de carte et puis, c'est réglé. Heu, oui, donc j'ai pas du tout d'appréhension avec ça. Mais parce que j'imagine que si, je souscris un contrat d'assurance et que je mets ma carte bleue, évidemment,
on ne devrait pas me pirater ma carte bleue. Tu vois. Normalement, les maisons sont Donc, il n'y a sérieuses, les pas, sites y a sont pas de sérieux. raison que Il n'y a ça pas de risque. arrive. Voilà. Mais par exemple, pour nos voyages, on ne prend pas directement nos vols sur des grands sites de voyage qu'on connaît tous. On travaille avec une agence réunionnaise euh, Tu chez préfères qui avoir on affaire. prend nos billets d'avion et qui nous envoie un lien pour qu'on paye en carte bleue. Mais on préfère pour assurer ce service aussi de modification des billets, de changement de destination de dernière minute, tu vois, de tout ce qui peut arriver dans la vie d'une entreprise. Donc, on privilégie ce canal-là également. D'accord. Un canal qui te permet d'avoir les avantages du digital, avec toujours l'importance d'avoir un contact humain pour pouvoir discuter de vive voix, de sujets, de pouvoir changer ses plans, etc. Ça, c'est quelque chose qui est important pour toi. Oui, oui, oui. Et puis d'avoir vraiment quelqu'un que tu peux avoir au Solliciter. téléphone, que tu peux solliciter, parfois le week-end ou à des heures tardives. Parce qu'on s'est déjà retrouvés, nous, avec, un salarié, coincé, au Burkina Faso, tu vois? Et l'avion est annulé de telle compagnie, il faut réussir quand même à le sortir du pays, comment est-ce qu'on procède? Et l'agence, elle va t'aider à réaliser et à résoudre ce problème-là. Là où peut-être toute seule, derrière mon site internet alors soit de grands voyagistes, soit, de compagnies aériennes africaines, je pense que ça aurait été beaucoup plus galère, tu vois? Donc oui, c'est le service, est très important, enfin en tout cas pour moi. On va maintenant passer à l'interview entre deux. Tu vas devoir choisir entre deux réponses. C'est une petite série de questions. Et c'est de te connaître un petit peu plus toi personnellement. Quand tu commences une journée de travail ou quand tu es dans une journée de travail, quel est ton meilleur allié entre le thé ou le café? Le café, Le café, sans hésitation. sans hésitation. Tu n'es pas la seule, hein, on le dit souvent, mais quelle puissance a cette boisson pour l'humanité, c'est quand même assez incroyable. Exact. C'est le café. Dans une journée de travail, quand est-ce que tu es la plus productive? C'est quoi ton rythme idéal? Pas ton rythme idéal, ton moment idéal. T'es plutôt du matin, de l'après-midi, des gens qui nous parlent du soir, des gens qui nous parlent de la nuit. Alors le matin, mais je dirais aussi le soir. Alors le matin, parce que le matin, tu vois, t'es en pleine possession de tes moyens, je trouve, tu en forme, quoi. Tu te réveilles, tu parti pour ta journée. Donc le matin, qui est souvent un moment plus calme d'ailleurs, Dans dans tes ma journées à journée, toi. notamment chez Opto, parce que c'est un moment où Et puis il y a la du Côte décalage d'Ivoire, horaire. Ils sont encore dort. dans leur lit. C'est ça, Et du coup, t'es pas trop exactement, sollicité, ça te permet exactement. Et d'être toi après, tranquille. plutôt en soirée, si, tu vois, t'as des dossiers à boucler, heu, des choses qui te prennent un peu de temps. Je trouve que moi, le soir, en tout cas, une fois que mes enfants sont au lit, tu vois, que je suis un peu, tranquille, chez moi, je m'installe à mon bureau et je peux travailler aussi, le soir ou un morceau de nuit. Je ne sais pas où s'arrête, Jusqu'où le ça peut soir aller, et oui. la nuit, n'est-ce pas? Mais voilà, oui, oui. Tu es plutôt travail en équipe ou travail individuel? Je suis plutôt travail en équipe. Travail en équipe, ouais. Faut que j'ai un contact avec des humains, quoi qu'il D'accord. arrive. Avec des membres de ton équipe. Oui, 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 avec, et ou de mon équipe, peu importe. Mais, je pense que l'isolement, c'est pas fait pour moi. Est-ce que tu es plus travail au bureau, plutôt télétravail? Au bureau. Est-ce que tu préfères embaucher un novice passionné, alors plutôt un vétéran expérimenté? Je pense que le senior expérimenté, ça dépend du poste, quoi. C'est toujours pareil. Il y a des postes, où on pourrait, avoir des jeunes passionnés. Par exemple, dans les équipes, de dev, tu peux tomber sur des profils, juniors, complètement passionnés où tu te dis que ce jeune-là, il va tout donner pour, réussir à y arriver et tu peux donner ta chance. Je pense que sur d'autres sujets, c'est plus compliqué. Heu, non, je dirais les 2. En fonction des C'est une postes, en réponse. fonction de beaucoup de paramètres, les 2. Tu es plutôt Mac ou PC? PC. Mais j'ai jamais vraiment touché de Mac, donc je Ah, dirais que par habitude, je suis plutôt PC, hein. c'est la réponse des gens qui disent PC, ils disent c'est parce que j'ai jamais été sur Mac. Alors, j'ai Exactement. une petite anecdote assurance à ce sujet.
train de monter un partenariat, Perceval, avec la SurTech qui s'appelle Stoic, autour du, c'est pour faire écho à ce que tu disais tout à l'heure, autour du risque cyber, donc de l'assurance contre le risque cyber. Tu as été victime d'un ransomware, tu as été victime de phishing. Cette attaque informatique a généré pour ton entreprise une perte de chiffre d'affaires, donc de marge brute. Ça, tout ça, c'est assurable. On parlait du fait que les critères d'acceptation des compagnies d'assurance vont se durcir de plus en plus. Et bien, il y a un truc, moi, qui m'a fait un petit peu, qui m'a interpellé, c'est qu'en fait, si tu utilises dans ton entreprise et que tu veux soit souscrire une assurance risque cyber, notre partenaire Stoic, qui est l'un des leaders français actuellement sur ce sujet, si tu es utilisateur du monde PC ou Windows, ils vont exiger que tu aies un antivirus, alors que si tu es un utilisateur de Mac, ce n'est pas un prérequis. Tu peux souscrire sans avoir d'antivirus. Donc, D'accord. CQFD, peut-être qu'il y a Ok. quelque chose. Alors, c'est comme ça pour le moment, on verra bien ce que ça donne, mais voilà. Quand justement, tu as fini ton boulot, que tu es posé un petit peu, pour te détendre, qu'est-ce que tu préfères? T'es plutôt Netflix ou plutôt lecture? Alors, ça dépend de mon état de fatigue. C'est-à-dire, plus je vais être fatiguée, plus je vais aller vers Netflix. Je crois que c'est plutôt ça, en fait. J'aimerais savoir un petit peu sur tes goûts musicaux. Est-ce que si tu devais choisir entre le rock ou le rap, par Ah, le exemple, rap, rap, clairement, sans discussion. ouais. Est-ce que tu as un artiste à nous recommander? Un artiste que tu aimes beaucoup, que tu écoutes? Mais après, je crois que je suis restée ancrée, tu sais, dans ce rap des années, fin des années 90. Le rap français? Oui, le rap français et américain, tu vois. Mais le rap D'accord. français, oui, c'est-à-dire qu'on reste sur les vieux de la vieille. Il y a MTM. Enfin voilà. Et après, sur la nouvelle génération, j'ai un peu plus de mal avec le rap français, nouvelle génération. Ça a pas mal Même si je me changé. suis un peu intéressée à Booba, parce que je trouvais que ce qui m'a intéressée à Booba, c'est très étonnant, Alors vas-y, c'est que j'ai ça écouté m'intéresse une aussi. émission sur France Culture d'universitaires, donc spécialisés en littérature, hein, et qui travaillait sur les textes de Booba parce que il le qualifiait de nouveau poète, quoi. C'est-à-dire de la poésie du 21e siècle, tu vois, c'est Booba pour la France. Moi, je trouvais ça complètement dingue parce que j'avais pas vraiment cette Vu ça comme ça. vision-là, tu vois, encore une fois, tu vois, tu en restes, si on parle de poète dans le rap, tu restes ancré sur MC Solar ou IAM, tu vois, qui vont aller chercher dans les textes, t'as l'impression qu'il y avait de la substance. Je pensais que plus on avançait dans le temps, moins c'était le cas. Et du coup, je me suis intéressée à Booba à cause de cette émission sur France Culture. Donc, tu vois, déjà, on part de loin, hein. Et c'est là où c'est Et, passionnant. et effectivement, tu te rends compte qu'il y a une vraie poésie dans le rap. Bon, ça, on le savait. Et que même au fil des années, Kerry James, enfin voilà, qui est déjà un ancien, Booba aussi d'ailleurs, mais la très jeune scène, Tu souhaites apprendre ou te tenir au courant. Quel est ton format préféré? C'est plutôt podcast ou radio? radio. La radio. Alors Standard. radio et podcast en même temps, parce que je dis radio, parce que c'est le format le plus simple, la radio. Euh, mais les podcasts, oui. Et alors, je crois que les podcasts, tu vois, j'ai commencé au moment du confinement à écouter des podcasts. Tu vois, tu commences évidemment par Thinkerview, quoi. Et puis, je me suis rendu compte que d'ailleurs, j'étais rentrée dans une espèce de tunnel Thinkerview pendant le confinement. Je crois que ça n'a pas arrangé les angoisses qu'on pouvait avoir à l'époque, notamment en matière d'écologie. Enfin voilà. Et oui, donc je dirais plutôt les deux. Mais, euh, mais, mais la radio, oui, toujours. Merci, c'est la fin de l'interview entre deux. Maintenant, j'ai encore une dernière question à te poser. Est-ce que tu utilises les réseaux sociaux à titre perso ou professionnel? Et une page pour ton entreprise? Je les ai beaucoup utilisés quand j'avais l'agence parce qu'on faisait de la com et que, évidemment, on, on était à fond dans les réseaux sociaux, puisqu'il n'y avait pas finalement d'autre choix non plus que de l'être. Mais à titre personnel, je pense que je suis nulle là-dedans. C'est-à-dire, moi, pour me mettre en avant ou pour mettre en avant certains projets ou produits, donc, d'un point de vue professionnel, je pense que vraiment, je suis pas bonne là-dedans.
Et à titre personnel, finalement, j'ai beaucoup d'applis, tu vois, genre Facebook, Instagram, Twitter. Twitter qui m'intéresse, par le contenu qu'on peut y trouver puisque pareil, encore une fois, tu vois, ça s'affine au fil du temps. Mais alors par contre, je ne poste jamais rien. Plutôt Je consommatrice, ne finalement. relaye rien, tu vois? Et bon, Facebook, je m'en éloigne, évidemment de plus en plus, Instagram un petit peu et je pense que celui où je suis le en tout cas que je suis le plus, ça reste, Twitter aujourd'hui et LinkedIn évidemment, mais là, c'est parce que ça permet aussi de suivre, l'actualité, de tes activités professionnelles, tu vois? L'actualité, des fintech par exemple, pour ce qui est de Upto, l'actualité, de ce qui se fait, en matière, d'apiculture, ou de parrainage de ruches au sens plus large, tu vois? En métropole, ou ailleurs, voilà. Mais encore une fois, je me mettre en avant, c'est pas du tout, le truc. Est-ce que pour, terminer, tu aurais, un contenu à nous recommander? Un livre, un podcast, une chaîne YouTube, un film, un artiste? Quelque chose qui toi t'inspire et que tu aimerais faire découvrir aux gens qui nous écoutent? Je vais être très honnête. J'ai eu, une grande période, par exemple, tu vois, où j'ai très peu lu, alors que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup lu et j'ai eu une période quand j'ai eu mes enfants où, tu vois, c'est passé complètement à la trappe la lecture, parce que, je j'avais pas le temps, en fait, juste de me poser pour lire. Je pense que ça me demandait trop de ressources de réussir à me concentrer sur un support pareil et puis, depuis quelque temps, depuis quelques années quand même, je recommence, à lire, pas du tout en même quantité que Ce que tu faisais à ce que l'époque? je faisais à l'époque, mais du coup, je me suis repenchée sur des bouquins que j'avais lus à l'époque où j'étais à la fac, en fac de droit, quoi et je suis retournée sur des ouvrages de géopolitique que je lisais, que j'avais lus à l'époque parce que j'avais fait une fac de droit, axée quand même Sciences Po aussi et il y a pas longtemps, je me suis replongée dans un bouquin alors, le nom est complètement impossible à dire, Brzezinski, je crois, qui s'appelle Le Grand Échiquier et qui explique dans ce bouquin comment est-ce que les États-Unis construisent leurs relations avec l'international et quelle est la place juste fondamentale des pays de l'Eurasie, Dans le grand échiquier dans le grand mondial. échiquier mondial et que globalement, si le pays qui réussira à alors conquérir, c'est pas conquérir dans le sens, investir, tu vois ce que je veux te dire? Coloniser, enfin on n'est pas dans cette idée-là. Des pays comme l'Azerbaïdjan, Ouzbékistan, tous ces pays-là réussiront à être au-dessus de la mêlée à l'échelle mondiale, en termes de diplomatie, quoi. Et effectivement, ce bouquin a été écrit alors il a commencé à l'écrire, puisque c'est un monsieur qui est né dans les années 30, même un petit peu D'accord. avant, qui est mort, plutôt dans les années 2000, qui a fini de l'écrire en 98, mais qui avait commencé à l'écrire bien avant, tu vois? Et quand tu moi j'ai lu ce bouquin, je pense, à cette époque-là, là, en 2000, donc ça faisait pas très longtemps qu'il était sorti, heu, je faisais mes études, j'avais trouvé ça complètement dingue que quelque part on nous écrive, tu vois, la stratégie de la diplomatie américaine comme Dans un ça. ouvrage Oui, disponible grand c'est ça. public. Donc voilà, j'ai relu ça il y a pas longtemps, c'est pour ça que je parle de ça. Et c'est intéressant par rapport à l'échiquier mondial aujourd'hui encore plus avec tout ce qui se Oui, ça passe résonne au complètement avec, Moyen-Orient, tu vois? Et là, on est finalement pas très, très loin non plus. OK. Et la place de la Russie dans tout ça, et cetera. C'est très intéressant. Julie, merci beaucoup, pour ton intervention. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi de m'avoir invitée. Ravi, tu nous as livré beaucoup de choses, plein de choses sur, ta vie perso, sur ton parcours, sur les défis que tu as à relever au quotidien dans tes diverses activités. Parce que c'est très enrichissant. On a été ravis de te recevoir sur cet épisode. Je souhaite énormément de réussite pour tous tes projets et quelque chose me dit que tôt ou tard, on aura à reparler de sujets ensemble. Il y a plein de sujets qu'on n'a pas pu aborder aujourd'hui. En tout cas, merci à toi, merci de ta venue et je te dis à très bientôt pour la suite de nos aventures. Merci infiniment d'avoir pris le temps de nous écouter aujourd'hui. Nous espérons que les sujets abordés vous ont plu
et que vous avez appris quelque chose de nouveau. N'oubliez pas, vous pouvez toujours nous rejoindre sur nos réseaux sociaux où nous partageons régulièrement du contenu supplémentaire. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires et suggestions. N'oubliez pas non plus de vous abonner à notre podcast pour ne manquer aucun des prochains épisodes. Chaque écoute, chaque partage, chaque avis compte énormément pour nous et nous aide à continuer à vous proposer du contenu de qualité. Retrouvez tous les liens de nos invités dans la description de cet épisode. Nous nous retrouverons très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et restez curieux. C'était Guillaume et vous avez écouté le podcast Entreprendre avec assurance. À bientôt.